Voilà, donc j'ai intitulé mon exposé Freud contre Dostoïevski avec un point d'interrogation. Le point d'interrogation est important. Donc c'est en 1928 que paraît le texte de Freud, Dostoïevski et le parricide, qui va former l'introduction d'un ouvrage traduit du russe en allemand, un ouvrage de Vladimir Komarovitch, qui contient les ébauches et les sources du roman Les Frères Karamazov. Et cette introduction avait été demandée à Freud par le psychanalyste Max Eitingon et les éditeurs Eckstein et Fülo-Müller. Donc voilà Freud qui, sur commande, doit écrire ce texte sur Dostoïevski, et Freud choisit ce thème, Dostoïevski et le parricide. Bon. Dans une lettre à un autre psychanalyste, une lettre à Theodor Reich, Freud reconnaît qu'il lui a été pénible d'écrire ce texte. Il a mis 2 ans pour faire cette préface, à cause de sa forte ambivalence vis-à-vis de l'écrivain russe. Et voilà ce qu'il dit à Reich. Freud, il dit « Vous avez raison de supposer que je n'aime pas réellement Dostoïevski, en dépit de toute mon admiration pour son intensité et sa supériorité. C'est parce que ma patience pour la nature pathologique est épuisée par mes analyses. » Alors bon, c'est évidemment un prétexte extrêmement curieux que de prétendre que sa patience est épuisée par ses patients, dans le fond, et ses patientes. Alors, évidemment, on ne peut pas croire à cette excuse. Il y a une autre raison, certainement moins avouable, et cette raison moins avouable va avoir des conséquences sur le texte de Freud. C'est l'objet de mon exposé. Alors, la psychanalyste Marie-Thérèse Neyroth-Suterman écrit que dans cet article, Freud va surtout traiter de l'épilepsie de Dostoïevski, de son lien avec les fantasmes de réalisation parricide, que Freud va distinguer l'écrivain, le névrosé, le moraliste et le pécheur. Mais en réalité, Freud va très peu et quasiment pas du tout s'intéresser à l'écrivain comme écrivain. Nous allons voir que c'est un peu un règlement de compte qui n'est pas à l'honneur de Freud. Et pourtant, Freud plaçait très haut le roman des Karamazov, aux côtés d'Œdipe Roi de Sophocle et du Hamlet de Shakespeare. Et sa réticence par rapport à Dostoïevski venait certainement du fait qu'il reconnaissait dans l'écrivain russe un très grand psychologue qui avait formulé bien avant lui l'universalité du désir inconscient du meurtre du père, puisque dans Les Frères Karamazov, à la fin du roman, Ivan, l'un des frères Karamazov, s'écrie en plein tribunal, de manière très claire, qui ne désire pas la mort de son père. Alors, Freud a pourtant plusieurs fois répété, ça revient au cours de ses écrits, que le poète et l'écrivain dépassaient le psychanalyste par leur connaissance approfondie de l'âme humaine. Il dit même que le poète et l'écrivain, il les considère comme les maîtres des psychanalystes, c'est-à-dire que les psychanalystes doivent se mettre à l'école des grands écrivains et des poètes. Et il faut aussi savoir que Freud a toujours rêvé, il a rêvé d'être un écrivain. Il a reçu, figurez-vous, en 1930, le prix Goethe de littérature en Allemagne, qui est quand même un prix extrêmement prestigieux. Et Jacques de Decker me disait, peu avant sa mort,
parce qu'on parlait des qualités littéraires des penseurs allemands. Enfin, je me rappelle que Jacques pouvait en juger, moi j'en suis incapable. Jacques me disait, mais tu sais, Heidegger écrit vraiment de gros sabots, c'est très pénible. Par contre, Nietzsche renouvelle la langue allemande de l'intérieur. Et je lui dis, et Jacques, alors, et Freud, il me dit, Freud, c'est une langue littéraire admirable. Alors, dans son texte, Freud aborde plusieurs thèmes, la névrose de Dostoïevski, son épilepsie, sa sexualité sadomasochiste et sa conception de l'éthique. Mais comme je vous le disais, il ne parle pas tellement de sa création littéraire. Et, pour le dire comme ça, il va surtout faire de Dostoïevski un cas pathologique. Un cas à analyser. Donc, Freud, là, se mue, on pourrait dire, en psychopathologue, mais ce ne serait pas trop grave, mais ce qui ne va pas du tout, c'est qu'il va quitter sa position d'analyste pour revêtir le costume d'un sévère moraliste. C'est-à-dire qu'il prétend faire une analyse du cas de Dostoïevski, des fantasmes dostoïevskiens, et en même temps, il se trahit lui-même, Freud, il trahit l'esprit de la psychanalyse. Et je vais aborder la question via la critique terrible que Freud fait de la conception éthique de Dostoïevski. Alors avec la question, la lecture de Freud est-elle correcte ? N'est-elle pas biaisée ? Si, je vous le dis déjà maintenant, elle est tout à fait biaisée. Elle n'est pas juste. Et je le redis, Freud quitte sa position d'analyste. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, Freud contre Dostoïevski, parce que si Freud était resté lui-même, abordant l'écrivain russe, il n'aurait pas eu le même discours. Alors voilà ce qu'il écrit dans le 3e paragraphe de son texte. En Dostoïevski, l'éthicien est au plus haut point attaquable, à une grave barre. Sous la plume de Freud, l'éthicien en Dostoïevski signifie l'homme éthique en lui, mais aussi celui qui s'est donné une certaine conception de l'éthique. Car Dostoïevski s'est intéressé à l'éthique du pecca fortiter et et crede fortius, pour reprendre la maxime de Luther, pêche résolument et croit plus fermement. Nous le savons, les héros de Dostoïevski connaissent la boue, les tréfonds de l'âme, ils puisent dans leurs épreuves les forces qui doivent servir à leur rédemption. C'est ainsi que dans les frères Karamazov, Dostoïevski fera dire aux starets Zosime que Dieu aime l'homme jusque dans son péché. Voilà ce que dit le starets. Mes frères, ne craignez pas le péché, c'est là l'image de l'amour divin, il n'y en a pas de plus grand sur la terre. On va donc voir Freud récuser une des formules du devenir éthique selon Dostoïevski, à savoir, pour Dostoïevski, qu'il faut passer par l'état de péché le plus profond pour atteindre le plus haut degré de sainteté, d'éthique. Et Freud va préciser la position éthique qu'il va défendre, lui, Freud, en disant « l'essentiel de la moralité tient dans le renoncement, der Verzicht ». Le renoncement aux pulsions, qui sert de moteur au processus de civilisation. Ce renoncement pose à Freud un problème central. L'être humain est dans le fond incapable de renoncer à une satisfaction pulsionnelle qu'il a déjà connue. Tout ce qu'il peut faire, c'est troquer le plaisir, échanger un plaisir psychiquement dangereux pour un autre moins coûteux pour sa vie psychique. Autrement dit, l'être humain ne sait pas renoncer à une satisfaction pulsionnelle, il ne le peut que s'il obtient des compensations, des satisfactions substitutives.
Et Freud, ailleurs que dans ce texte, estime que la civilisation est trop exigeante à l'égard de l'individu, qu'elle réclame de lui des renoncements au-delà de ses moyens, tant sur le plan de sa vie érotique que sur le plan de son agressivité. Voilà ce qu'il écrivait dans Malaise dans la civilisation. Il dit « C'est une des injustices flagrantes de la société que le standard culturel exige de tout le monde la même conduite sexuelle, les uns y parvenant sans effort grâce à leur organisation psychique, tandis que les autres se voient imposer par là les plus lourds sacrifices. C'est là une injustice que l'on déjoue le plus souvent en ne suivant pas les préceptes moraux. » Certains individus deviennent dès lors malades ou névrosés et s'efforcent de vivre dans le renoncement, pour se conformer à la normalité ambiante. Ils sont dans la répression de leurs pulsions et tombent malades, névrosés. Dans l'esprit de Freud, ça veut dire qu'ils ne sont plus capables d'être créatifs, ni de contribuer du coup à l'œuvre de civilisation. Et il continue d'attaquer Dostoïevski en disant ceci. L'homme vraiment moral réagit contre la tentation, il ne chute pas d'abord pour se repentir ensuite, sans quoi, nous dit Freud, il serait trop commode d'être moral. Le renoncement constituerait le ressort du devenir éthique de l'individu comme de la civilisation. Et par conséquent, c'est une moralité ou une éthique à bon marché, si vous voulez, de se dire, eh bien, allons-y, péchons, puis repentons-nous et tendons vers la rédemption, le changement personnel. Alors, il faut savoir que dans Malaise dans la civilisation, Freud considère la moralité forcée, la moralité forcée, comme un malaise, voire même un symptôme de la névrose commune, puisqu'il s'agit de réprimer ses affects érotiques et agressifs, et cela ne va pas aller sans dommage, cette répression de l'agressivité, parce que ou bien elle va produire du symptôme ou des passages à l'acte, alors agressifs, voire meurtriers. Donc, première caractéristique selon Freud dans ce texte, le cœur de la moralité, c'est la capacité de renoncer à la satisfaction des pulsions. C'est tout à fait un moralisme très très étrange, n'est-ce pas, dans la bouche d'un psychanalyste. Alors, il y a une seconde caractéristique que Freud pointe. Il dit « La conduite de vie morale représente un intérêt utile pour l'humanité. » Autrement dit, la conduite de la vie morale doit être utile à la communauté, doit avoir une utilité pratique, si vous voulez. Dans un texte écrit durant la Première Guerre mondiale, qui s'intitule « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », il avait noté que les théoriciens de la morale n'appellent bonnes que les actions qui sont l'expression de bons penchants, et qu'ils refusent cette qualité aux actions qui ne remplissent pas cette condition. Alors Freud dit non, ça ne va pas, enfin cette conception ne va pas. Ce qui compte, c'est le résultat, dans le fond, c'est l'action telle qu'elle, sur le plan pratique. Ce qui importe à la société, c'est de savoir si la conduite de l'homme est conforme aux prescriptions de la vie civilisée, sans qu'on se préoccupe des mobiles de ces actions, qu'elles soient basses ou élevées. Seul compte le résultat, peu importe la motivation. Bon, vous savez qu'en fait, même le droit tient compte dans les jugements rendus par les tribunaux de la motivation du délinquant ou du meurtrier.
Donc le repentir n'est pas moral, parce qu'il ne représente aucun intérêt pratique pour la société, aucune utilité. Le repentir vient trop tard, après coup. Il ne fait que succéder à la transgression, et donc il ne sert à rien. Il n'efface pas le mal commis. Freud, ici, se place du point de vue de la société, et non pas de l'individu singulier. Ce ne fut pas toujours le cas, nous l'avons dit, dans la mesure où Freud s'est bien des fois, et la plupart du temps, rangé du côté de la personne dans sa singularité, en disant, je viens de l'évoquer, mais la moralité ambiante, normative est injuste, elle impose à tout le monde la même conduite sexuelle, alors que les individus sont différents quant à leurs conditions personnelles. Et donc ce qui va de soi pour certains demande des efforts énormes qui les rendent malades pour d'autres. Donc là, il prenait le point de vue, disons, de l'individu. Mais, concernant Dostoïevski, justement, il n'est plus du tout question de psychologie différentielle, concrète, mais d'un principe général abstrait qui représente l'ordre social, l'ordre établi. Il attribue donc à l'écrivain russe une conception éthique qui aurait pour pivot la bascule péché-repentir, ce qui est de toute façon très réducteur. C'est pas juste concernant Dostoïevski. L'idée de Freud est que la pénitence, qui traduit en acte le repentir, finit par devenir une technique, donc c'est assez pervers dans le fond, qui rend la transgression possible. Et il va parler d'un arrangement avec la moralité qui constituerait, dit-il, un trait russe caractéristique. C'est-à-dire péchons, transgressons, repentons-nous, faisons pénitence, demandons pardon. Comme ça, ensuite, on peut éventuellement recommencer. Mais quand Freud nous dit que cette forme d'arrangement avec la moralité serait un trait russe, on pêche, on va au fond du fond, puis on remonte, on prie, on se transfigure. Ce serait un trait russe, cela nous laisse fort sceptiques. C'est très fréquent chez le névrosé obsessionnel et c'est assez courant dans ce qu'on pourrait appeler la névrose commune ordinaire. Alors, on a là une sorte de cercle un peu vicieux, un peu pervers. C'est un petit peu le cas chez certains alcooliques. Quand je travaillais en psychiatrie, vous voyez ça, quand je travaillais à Saint-Luc, à Woluwe, à l'unité 21, vous aviez ces vieux alcooliques qui venaient 3 semaines faire une cure, une hospitalisation, un sevrage, et qui vous disaient très sincèrement que c'était pour se remettre d'aplomb. C'est-à-dire retrouver la capacité de boire ensuite, pouvoir reboire. Donc on faisait faire du nettoyage et on nettoyait les circuits pulsionnels, puis hop, on repartait, etc. Bon, alors, Freud va ensuite commenter le combat éthique et politique de Dostoïevski, et là, c'est bien très grave, il va porter un jugement sur l'action politique de l'écrivain, ça fait partie de son éthique. A-t-elle représenté un intérêt pratique pour l'avenir de l'humanité? Et la sentence de Freud tombe comme un coup près. C'est assez terrible ce qu'il écrit. Il écrit « Dostoïevski n'a pas su être un éducateur et un libérateur des hommes. Il s'est associé à ses geôliers. L'avenir culturel de l'humanité lui devra peu de choses. » Voilà. Donc il n'aurait été qu'un réactionnaire, ça c'est moi qui paraphrase, un réactionnaire nationaliste
soumis à l'autorité temporelle du tsar et spirituelle, donc théocratique. Et voilà ce qu'il lui reproche. Alors, il y a un fond de vérité, c'est-à-dire, si vous voulez, il existe en Russie, depuis déjà le XIXe siècle, il y avait un fort courant qui existe toujours, mais qui est étouffé pour le moment, pro-européen en Russie, et qui était notamment incarné par Tourgueniev. Donc, il y a, si vous voulez, déjà au XIXe siècle, des Russes, des artistes. Bulgakov aussi. Oui. Tu vois, pro-européens, et puis il y a les réactionnaires. Tchaïkovski. Oui. Il y a les réactionnaires, et malheureusement, il faut bien dire que Dostoïevski s'est rangé de ce côté-là, des nationalistes russes réactionnaires qui pensent que la Russie a une vocation messianique. Bon, ça c'est vrai. Mais Freud la caricature parce qu'il aurait quand même pu voir que l'éthique de Dostoïevski, c'était notamment sa contribution à la connaissance de l'homme par lui-même. Mais pour ça, il aurait fallu reconnaître en l'écrivain russe un génial psychologue, ce qu'il ne voulait pas faire. Il insiste bien plutôt sur le fait que Dostoïevski est un malade, un névrosé. Et je pense qu'en réalité, si vous voulez, Dostoïevski l'effraie par la profondeur de son acuité pour pénétrer les âmes humaines, tout comme Freud ne voulait pas lire Nietzsche. Mais par contre, il interrogeait tout le temps Lou Andreas Salomé, qui est une des premières femmes psychanalystes à faire partie du cercle de Vienne autour de Freud. Bon, comment était Nietzsche, ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il disait, que pensait-il de ceci. Donc, par des espèces de cancan, il interrogeait dans les marches Lou Andreas Salomé. Mais il ne voulait pas non plus lire Nietzsche, et je crois pour la même raison, Paul Laurent Assoun, qui est psychanalyste, qui était professeur à l'École normale supérieure de je ne sais plus où, c'est pas la rue d'Ulm, a écrit un livre, Freud et Nietzsche. Et c'est vrai que nous avons chez Nietzsche une théorie pulsionnelle qui est extrêmement puissante. Voilà, donc c'est faux de dénier à l'œuvre littéraire de Dostoïevski une valeur libératrice. Parce que, bon, même si, c'est vrai, c'est un réactionnaire, un nationaliste, mais il était quand même francophile, il a traduit Dostoïevski le Père Goriot en russe, parlait français, était francophile. Il voyageait beaucoup en Europe, surtout pour les casinos, mais enfin, il voyageait quand même pas mal en Europe. Donc, si vous voulez, je ne suis pas non plus d'accord ce serait une caricature, donc je dois faire attention là, de dire, bon, Dostoïevski est un réactionnaire, nationaliste, orthodoxe, voilà. Attendez, oui et non, parce que, figurez-vous, je viens de relire Les Possédés, et ce qu'il a quand même pressenti. Et Nietzsche aussi, Nietzsche a écrit pour mettre en garde sur le nihilisme européen, occidental, qui était en train de monter. Nietzsche l'avait senti, mais Dostoïevski aussi, parce que dans Les Possédés, il a pressenti que des forces souterraines de nature nihiliste mèneraient à un bouleversement, à une révolution sanglante. Et il y a donc une dimension chez Nietzsche et chez Dostoïevski, il y a aussi une dimension prophétique en ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils attirent l'attention sur une catastrophe qui s'annonce en Occident, qui s'annonce en Europe. Mais c'est vrai, la vocation universelle de la Russie, il la voudrait messianique et non pas socialiste. Il a senti que la poussée négativiste
iconoclaste et mortifère qui travaillait les intellectuels russes de son époque, certains des intellectuels russes, finirait par trouver une expression sociale meurtrière. Il a saisi que cette pulsion de mort était à l'œuvre dans chaque homme et a créé des personnages romanesques qui avaient plus que d'autres maille à partir avec elle. Il fera dire à l'un des frères Karamazov: « Tout homme recèle un démon en lui, accès de colère, sadisme, déchaînement des passions ignobles. » C'est en tant que penseur, qu'écrivain, que Dostoïevski s'efforce d'éclairer, d'éduquer, de libérer ses contemporains. Lui-même, l'homme n'était que contradiction intérieure, lutte. Fédia le feu, le surnommait-on enfant. Il fut l'homme du plus grand tourment intérieur et rendit ce tourment fécond par la création littéraire d'une œuvre de génie. Alors, le meurtre justement du père Karamazov rappelait trop à Freud le mythe qu'il avait créé dans son ouvrage Totem et Tabou de 1912. Vous savez que ça raconte, vous le savez, le meurtre du père originaire, jouisseur et tout-puissant, par ses fils. Bon, le père Karamazov est une espèce de père originaire, jouisseur, qui fait la loi, qui est au-dessus de la loi, qui jouit de tout. Ça, c'est le père Karamazov, comme le père de la horde primitive chez Freud. Et Dostoïevski veut indiquer que, en tuant le père, on risque de tomber dans un fantasme d'une société de frères horizontale égalitaire, mais qu'une telle société, dans le fond, ne peut pas fonctionner à partir du moment où elle nie et est à négation de son fondement la figure du père symbolique, pas jouisseur, justement symbolique. Et là, j'y viens tout de suite, c'est-à-dire que Totem et Tabou, quand Freud écrit ce texte en 1912, Freud a une option réaliste, très problématique. Il croit en la réalité du mythe qu'il invente. Il crée un mythe, il l'invente de toutes pièces, et il croit presque dans une fausse, mauvaise perspective darwinienne que l'humanité a démarré comme ça, un père tout-puissant, jouisseur, des fils et des filles qui étaient à sa merci, au service de sa jouissance, et que cette bande, ça a mal tourné, et on a liquidé le père, etc. Vous le croyez? Ce que, évidemment, au niveau des ethnologues, des anthropologues, des ethnographes, tout ce que vous voulez, ils disent mais c'est aberrant, une chose pareille, c'est absolument pas possible, Freud s'est complètement planté, ça n'a pas de fondement réel. Bon, ben oui, il s'est planté, oui et non. Il ne s'est pas planté dans la mesure où le rôle du mythe, et là Freud crée un mythe, le rôle du mythe est quand même de parvenir à révéler quelque chose qu'un autre type une vérité, qu'un autre type de discours échoue à faire advenir. Si vous voulez, le mythe fait voir quelque chose. Et Freud a donc besoin d'inventer ce mythe pour toucher à une vérité qui, elle, reste valable en dehors de ses errances ethnologiques, enfin à Freud, c'est que le petit enfant, garçon ou fille, doit tuer dans son inconscient cet imago d'un père tout-puissant, jouisseur, un père imaginaire. Il faut bien le liquider, celui-là, pour qu'advienne, après coup, un père symbolique qui est lui-même soumis à la loi, et qui respecte la différence des générations et la différence des sexes. Et donc, il y a là quelque chose de vrai, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Il ne faut jamais en faire un schéma de bande dessinée. Dans ce qu'on appelle le concept d'Oedipe, c'est dans le fond cette opération au niveau de l'inconscient qui va faire que le sujet reconnaît l'existence d'une loi symbolique à laquelle est soumis le père, le roi, chacun. Cette loi donne à chacun sa place, permet la
permet que la vie soit possible, permet une régulation de la jouissance qui ne soit pas destructrice. Bon, voilà, donc je crois que ce petit détour était nécessaire, si vous voulez. Donc, Freud, ici, dans son texte, caricature sa position morale en disant c'est le renoncement. Il faut renoncer à réprimer le pulsionnel, ne pas passer à l'acte, ne pas pécher. Et ce qu'il fait, c'est dans le fond, implicitement dans son texte, opposer une morale à la russe, je vous l'ai décrite, donc ce qu'il appelle cet arrangement avec la moralité, à une morale à l'allemande. Une morale à l'allemande, celle du devoir et du renoncement. Mais qui est plus qu'ancienne que Kant, parce que alors, le seul philosophe que Freud ait lu un peu, parce qu'il n'aimait pas la philosophie, c'est Kant, apparemment. Alors, là, il est plus qu'ancien que Kant, enfin, parce que pour Kant, être moral signifie parfois renoncer, ou renoncer parfois, à son inclination intérieure. Mais pas toujours. L'essentiel de la morale n'est pas pour Kant le renoncement pour le renoncement, mais la libre décision d'accorder son action aux lois universelles de la raison. Et donc, dans certaines circonstances, la position morale, moi je préférerais dire éthique, sera de suivre son inclination personnelle et non pas d'y renoncer. La position éthique sera, la position éthique subjective, véritable, sera de transgresser la morale ambiante. Si celle-ci est une morale, par exemple, psychopathique ou perverse, que sais-je encore. Bon. En fait, vous voyez, la véritable éthique de la psychanalyse, la véritable éthique de Freud, c'est une éthique de la connaissance, une éthique du connais-toi toi-même, au sens où l'entendait Hegel, c'est-à-dire non pas une connaissance de soi d'après les aptitudes, le caractère, les inclinations et les faiblesses de l'individu, mais au sens de la connaissance de ce qui est véritable dans l'homme. C'est comme ça qu'Hegel définit l'éthique, si vous laissez, la connaissance de ce qui est véritable dans l'homme. Il l'écrit dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé en 1817, où il y aura une bibliographie à la fin de mon texte. Alors, ce véritable dans l'homme renvoie chez Hegel à l'esprit, le Geist en marche sur le chemin du savoir absolu. Il ne s'agit nullement d'un savoir subjectif de l'individu sur lui-même. Nous ne sommes pas dans un subjectivisme personnel, mais le chemin de la connaissance évoqué ici est celui de l'esprit en train de se réaliser à travers l'histoire et la réalisation objective du monde. L'homme est celui en qui l'esprit se connaît de lui-même, en qui il prend conscience de soi et de sa réalisation progressive. Autrement dit, la connaissance de ce qui est véritable en l'homme, c'est la connaissance de ce qu'il comporte d'universel. L'esprit qui le traverse et le déborde de toutes parts. Et chez Freud, la connaissance de ce qui est véritable dans l'homme, l'universel en question, c'est l'inconscient et la lutte entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Cette lutte joue à l'intérieur de l'individu, mais elle joue aussi sur la scène du monde et de la civilisation. Et vous savez que Freud, dans Le malaise dans la civilisation, qui est écrit avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est écrit dans les années 30, où le nazisme faisait déjà une montée importante en Allemagne et en Autriche, Freud dit que, dans le fond, ce combat entre pulsion de vie et pulsion de mort joue sur la scène du monde, et que la civilisation n'est qu'une fine pellicule, que la culture elle-même est très fragile face à la barbarie, face
au déchaînement des pulsions. La culture est nécessaire, la civilisation sont nécessaires, mais nous devons être conscients qu'elles sont extrêmement fragiles. L'Allemagne, un des pays les plus extraordinaires sur le plan de la culture, de la philosophie, a donné quand même le nazisme. Enfin, ça, c'est une autre histoire, mais je veux dire, Freud avait conscience de la fragilité de la culture, de la civilisation. Nous dirions, dans notre langage aujourd'hui, de la démocratie, dans le fond. C'est quoi? S'entendre entre nous à travers nos différences. C'est très fragile. Et voilà, Freud, quand il est vraiment lui-même, il dénonce l'échec d'une éthique du renoncement pour le renoncement, du devoir pour le devoir, d'une éthique qui serait purement surmoïque, interdictrice. Tout comme la littérature, Dostoïevski, mais à travers lui, la littérature, Freud était, parmi les arts, il n'était pas du tout musicien, il n'aimait pas la musique, ça n'intéressait pas. La peinture, pas tellement non plus, mais la littérature, c'était vraiment sa passion. Et donc, il reconnaît quand même à la littérature ce pouvoir de libérer les individus, de les éclairer, de les conscientiser, comme on dirait aujourd'hui. Et dans le fond, le travail de la psychanalyse et des écrits freudiens, ça participe du même projet, en quelque sorte. Donc, vous voyez, ce rigorisme, cette atrophie de la position de Freud, quand il se penche sur la moralité de Dostoïevski dans sa préface, ça nous étonne, mais à la fois cette ambivalence de Freud à l'égard de l'écrivain russe en rend compte. Si vous voulez, il y aura chez le starets Zozim, dans les frères Karamazov, il y a une parole du starets Zozim tout à fait qui pourrait être celle d'un psychanalyste. Enfin, voilà ce qui se passe. Il y a une dame, alors elle est appelée dans le roman une dame de peu de foi. Dame de peu de foi qui vient trouver le starets Zozim en l'interrogeant sur le cas de quelqu'un, c'est probablement elle, le cas de quelqu'un qui, connaissant sa faute, ne parvient pas à changer, mais en quelque sorte rechute, réitère sans cesse sa faute, si vous voulez, son péché, comme on dirait. Et elle demande aux religieux, que faire? Que faire en pareil cas? Il y a de quoi désespérer, dit-elle. Et le starets répond ceci d'extraordinaire: non, car il suffit que vous en soyez désolé. Faites ce que vous pouvez et on vous en tiendra compte. Vous avez déjà fait beaucoup pour être capable de vous connaître vous-même, si profondément, si sincèrement. Surtout évitez tout mensonge, le mensonge vis-à-vis de soi en particulier. Observez votre mensonge, examinez-le à chaque instant. Évitez aussi la répugnance envers vous-même. Ce qui vous semble mauvais en vous est purifié par cela seul que vous l'avez remarqué. Bon. Parole de vie, parole libératrice, extraordinaire. Je parle depuis combien de temps là? 5 minutes. Bon, alors, je vais passer des choses, ça sera dans mon texte. Sur la culpabilité, je vais passer des choses. Oui, je vais terminer. Mais comme ça, on aura plus de temps pour la discussion. Parce que là, je peux développer, mais enfin, j'aurais peur quand même de... Oui, c'est dans mon texte, vous verrez. Voilà, il y a un mystère pour Freud, la question de la culpabilité qui est centrale chez Dostoïevski. Dominique Arban, d'origine russe, avait écrit un livre fabuleux qu'on ne trouve plus, qui n'est plus réédité, Dostoïevski le coupable. La question de la culpabilité est centrale. La culpabilité, d'où vient-elle? Eh bien, figurez-vous, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Freud s'est penché sur la question. Alors, bien sûr, là, je ne m'y connais pas, n'est-ce pas, mais au niveau des religions, moi, je ne sais pas. Il
Gabriel, comment la religion juive conçoit cette culpabilité qui colle à nous, enfin, qui semble se transmettre, qui semble faire partie de notre condition humaine, de l'anthropogenèse. Bon, il y a eu, là, franchement, je ne m'y connais pas, tu sais, mais il y a, bon, là, le fameux péché originel, bon, c'est quoi ce truc? Donc, comme si on essayait cette culpabilité qui, quand même, est au fond de l'inconscient, quelque part, on ne sait pas, vous savez, on ne sait pas d'où elle vient, en fait. On ne sait pas à quoi elle tient, elle est là. Et, dans le fond, à travers un travail sur soi que l'on fait en psychanalyse ou à travers la vie, les rencontres, nous parvenons chacun à réguler, enfin, modifier notre rapport à cette culpabilité autrement que ne le fait le psychopathe ou d'autres types humains, bien sûr. Et là, Freud est intéressant parce qu'il dit lui-même qu'il ne sait pas d'où ça vient, cette culpabilité quasiment universelle, peut-être occidentale, hein, peut-être occidentale, hein, mais enfin, bon. Mais il dit en tout cas, elle peut expliquer bien des choses. Elle précède souvent l'acte criminel ou délictueux. C'est-à-dire que lorsque la culpabilité devient insupportable, le sujet peut passer à l'acte agressif, meurtrier, enfin, voilà, pour décharger cette culpabilité, pour s'en soulager. Elle est en quelque sorte la condition de possibilité de la transgression, et elle n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une conséquence de cette transgression. Elle la précède. Maintenant, ça c'est pas dans mon texte, mais enfin j'improvise un peu, est-ce que c'est un problème typiquement occidental ? Est-ce que... Bien sûr, on peut être dans le déni, hein, on peut être dans le déni total de cette culpabilité, mais enfin, ça produit sans doute des effets qui ne sont pas sans dommage, parce que un des enjeux de l'éthique, c'est quand même de parvenir à passer de la culpabilité à la responsabilité, d'effectuer ce saut qui change le positionnement que l'on a vis-à-vis de cet état de choses. Voilà. Et c'est vrai que là, on voit, bon, on le voit dans Crime et Châtiment et dans d'autres romans, enfin, que après avoir commis l'acte délictueux, c'est seulement alors, après ce passage à l'acte, que l'individu arrive à travailler sa culpabilité. Comme s'il fallait le passage à l'acte pour avoir accès à un travail psychique sur la culpabilité, voire une forme de rédemption, hein, de transformation, de transfiguration. Chez Raskolnikov, c'est manifeste, et chez le prince Mychkine, dans l'Idiot, c'est l'inverse qui se passe, puisqu'il est au départ un maître de lumière, et il se consume de l'intérieur, et c'est le mouvement inverse. Hein. L'inverse peut aussi se produire, évidemment. Hein. Alors on pense à Gilles de Rais aussi, peut-être, hein, quelque chose comme ça, hein. Qui était quand même fasciné par la pureté qu'il prêtait à Jeanne d'Arc, puis on voit ce que ça devient une fois qu'elle a été morte. Enfin, ça se renverse complètement. Bon, alors, je vais terminer sur un autre écrivain, brièvement, vous savez, le Marquis de Sade. Parce que là aussi, l'œuvre est truffée de meurtres, de longs discours sur la loi, hein, puisque Sade considère les lois établies comme de pure convention et prône un retour aux lois de la nature, une sorte de, on dit aujourd'hui, darwinisme social, enfin bon, non, c'est bien pire, hein. Enfin, les lois de la nature qui promeuvent l'élimination des faibles et des proies, et la domination de l'impératif de jouissance. Alors, chez Sade, il s'agit de détruire les valeurs matriarcales classiques, compassion, empathie, soin, accueil, pour leur substituer les valeurs d'un père non castré au phallus tout-puissant capable de forcer la jouissance de l'autre. Bon, la conception de la nature et de la loi chez Sade sont très problématiques,
J'en traiterai pas ici, je ne suis pas spécialiste de Sade, mais je voudrais insister sur autre chose. Durant la Révolution française, Sade était enfermé à la Bastille. Et il a pu observer les ravages de la terreur qui le révoltait, enfin la guillotine qui perdait la tête, si je peux dire. Hein. Et ça révolte Sade, qui écrit « Ô massacreurs, enfermeurs, imbéciles, enfin de tous les règnes et de tous les gouvernements, quand préférerez-vous la science de connaître l'homme à celle de le clôturer ou de le faire mourir ?» Voilà ce qu'il écrit. Là aussi, vous avez une référence bibliographique. Il visait Robespierre, qui n'avait que la vertu en bouche et qui, au nom de la vertu, faisait tomber de nombreuses têtes chaque jour. Alors, bien entendu, écoutez, Sade, grand aristocrate de son siècle, n'est pas douceâtre du tout et suit les mœurs de sa caste, cruauté, perversions diverses. Mais enfin, attention, entre l'homme et l'écrivain, il y a quand même toujours un certain écart. Vers la fin de sa vie, Sade est enfermé à l'hospice de Charenton, un asile d'aliénés. Vous savez, on ne l'a pas enfermé là parce qu'il était fou, c'était une mesure de protection pour échapper à la mort. Enfin, je veux dire, vous savez qu'il avait transformé son nom en deux Sades, en un mot, quoi, sans particules. Deux Sades. Enfin, voilà, il se retrouve dans l'asile d'aliénés. Hein, et qu'est-ce qu'il va faire, là, à Charenton? Eh bien, il se met à écrire des pièces de théâtre. Il a toujours rêvé d'être un auteur de théâtre et ça n'avait pas marché, alors il s'est mis à faire des romans. Enfin, bon. Et là, à l'asile, il fait des pièces de théâtre, il les met en scène et il fait jouer les malades parce qu'il était convaincu de la valeur thérapeutique de ces spectacles. En quelque sorte, il a été, en institution de soins, un précurseur de la théâtrothérapie moderne. Bon. Donc, écoutez, là aussi, tout comme je vous disais, Dostoïevski est un homme de la contradiction. Sade n'est pas non plus tout à fait fait d'une seule pièce, et je crois que ça n'a peut-être pas, enfin, je suis prudent, je touche du bois, été étudié suffisamment. Mais c'est pas ça, de ça que je voulais parler pour terminer, c'est que les personnages de Sade, bien entendu, ne visent pas du tout le soin de l'autre ou le soin à l'autre. Bon, hein, d'accord. Ils ne font qu'exacerber la jouissance d'une manière perverse. Alors, ils visent à renverser la morale établie, ils remplacent la vertu par le crime, l'interdit de l'inceste par l'obligation de l'inceste, mais surtout, grande différence avec Dostoïevski, c'est ça que je veux amener, après leur crime, les personnages de Sade ne changent guère, ils restent pareils à eux-mêmes. Tandis que chez Dostoïevski, nous savons, ils sont toujours en train de devenir ce qu'ils sont, même à travers la traversée de leur crime. Le crime, chez Dostoïevski et Sade, ne s'inscrit pas dans la même structure pulsionnelle, et l'éthique n'est bien sûr pas la même. Bon, nous le savons, chez Sade, on va trouver la perversion, l'impératif de jouissance, et, attention, c'est pour ça que je vous ai parlé de la culpabilité, la soi-disant absence de culpabilité. Bon. Chez l'écrivain russe, c'est la névrose, la transgression de la loi, la culpabilité. Bon. Chez Sade, le meurtre ne remue pas l'auteur du crime, jusque dans ses fondements, il ne le bouleverse pas au point de le transfigurer. Donc, autre différence, le système sadien prétend tout savoir, il a toutes les réponses à disposition. C'est aussi un des traits, je crois, cliniques de la perversion qualifiée, avoir réponse à tout.
Tandis que le monde de Dostoïevski est rempli de questions. Mise en question de soi, interrogation sur le fondement de la loi, est-ce Dieu? Sont-ce les hommes? Dieu existe-t-il? Et sinon, tout est-il permis? Qu'est-ce que la liberté? Alors, vous savez, on peut traiter Dostoïevski de réactionnaire, de nationaliste russe. Son œuvre est davantage remplie de questions que de réponses, et sa foi personnelle était souvent vacillante et travaillée par le doute. Ce que Dostoïevski nous enseigne, je termine, vous savez, c'est qu'à la différence de la morale, l'on ne jouit pas de l'éthique comme d'une possession, un bien dont on userait. L'éthique est d'une certaine manière toujours en crise, toujours menacée, en question. Elle est questionnement. L'attitude éthique est tension vers visée, aspiration, puis vient le moment du choix décisif où il faut trancher. Alyosha est entre ses frères, Smerdiakov, Missia et Ivan, l'homme religieux, c'est-à-dire celui qui tente de réunir, de relier, d'apaiser les conflits, de servir de médiateur. Il est l'homme de l'intériorité, de la concentration, du dépassement, de son désir meurtrier vis-à-vis de son père. Il s'efforce de surmonter son ambivalence amour-haine. Il ne veut pas juger l'autre, il veut condamner personne, il ne refoule pas sa culpabilité. Alyosha prend à son compte la maxime du Starets: chacun de nous est coupable devant tous et pour tout, et moi plus que les autres. Surtout, Alyosha, l'homme de l'éthique, n'est pas un moraliste. Dans la logique du roman, il a pour mission d'éviter que le parricide ait lieu. En fait, il essaie d'introduire de la médiation entre les frères et le père. Il travaille sans cesse pour aménager un espace d'apaisement, de dialogue, etc. Et de déculpabiliser. Dans le fond, l'homme de l'éthique déculpabilise l'autre. C'est pas un moraliste qui juge et qui condamne. Alyosha est lui-même habité par le désir du parricide. Les quatre frères le sont de manière différente. La faute d'Alyosha dans le roman, c'est-à-dire il va permettre le meurtre du père Karamazov par un oubli. Un oubli. L'homme de l'éthique ne peut pas oublier, en quelque sorte, refouler. Bon, un oubli. Je n'ai pas lu le roman, donc les détails m'échappent, vous voulez, mais ce qu'il devait faire, il devait se rendre voir, je crois, Smerdiakov. D'après mes souvenirs, je peux me tromper, mais je ne suis pas loin de la vérité. Alyosha devait aller voir Smerdiakov pour discuter avec lui, voilà. Mais il se laisse distraire par une des femmes du roman qu'il rencontre en route, qui lui parle et il commence à discuter avec elle de choses et d'autres, et il oublie d'aller voir Smerdiakov, et c'est durant cet oubli que Smerdiakov passe à l'acte et tue le père Karamazov. Donc il est coupable par omission, en quelque sorte. Mais, bon, il incarne vraiment l'homme de l'éthique chez lequel on sent cette espèce de volonté d'inclure autrui dans la communauté humaine et dans la fraternité. Le moraliste exclut l'autre, le moraliste au nom de préceptes moraux. L'homme de l'éthique inclut. Il y a cette merveilleuse scène finale des Karamazov où Alyosha est entouré de tous ses petits-enfants. Il leur fait le discours aux enfants d'Alyosha est extraordinaire, hein, de rassembler. Tout en respectant les différences, parce que ce qui est fabuleux chez ce grand personnage de roman, c'est qu'il respecte les différences. Il ne demande pas à ses frères d'être comme lui, quoi. Même Smerdiakov, qui est un être immonde, il essaie de dialoguer avec lui, quoi. Donc il respecte la différence chez l'autre, il ne va pas le condamner, quoi. Il ne va pas le rejeter.
Voilà ce que je voulais vous dire.